Il y avait 877 jours que notre Lune avait quitté l'orbite terrestre. Nous voguions à la dérive, nous faufilant entre les galaxies à travers l'espace infini. C'est alors que Tony Cellini commença à être persuadé qu'il se trouvait pour la seconde fois en présence de son ennemi mortel. Tout va bien, Cellini? Oui, docteur. Ça va bien, ne soyez pas inquiète. C'est l'ordinateur qui a donné l'alarme. Votre métabolisme a subi une agression et vos pulsations se sont accélérées. Ce n'est rien, j'ai dû faire un cauchemar. Oui, c'était un mauvais rêve, sûrement. Vous sentez-vous traumatisé? Non, non, du tout. Très bien. Mais s'il y a quoi que ce soit, appelez-moi, je serai là. Entendu, docteur. Et merci. Échec. Vous êtes un véritable ordinateur. Ça ne veut sûrement pas dire grand-chose, commandant. Je bats tout le temps l'ordinateur. Bien sûr, c'est vous qui le programmez. Ah, ça ne m'empêche pas de vous battre. Échec et mat. Ah, l'ordinateur n'est pas content. Vous l'avez insulté.
Tony Cellini a pénétré dans le secteur interdit, sur la plateforme numéro 4. Il n'en a pas reçu l'ordre. Tony? Tony, répondez-moi. Que se passe-t-il, Tony? Déconnectez son appareil. Alors, Tony, que se passe-t-il? On est somnambule? Embarquement immédiat de l'équipe médicale. Cano, il a réussi à prendre l'appareil de Carter. Il est déjà à bord de l'Aigle. Il ne faut pas qu'il parte. L'Aigle est sur contrôle manuel, commandant. L'ordinateur ne peut rien faire. Commandant, à ordinateur. Annulez toutes les consignes de sécurité et permettez-moi de passer. C'est un ordre. Échec abandonné. Je ne l'abandonnerai pas. Laissez-moi faire ce que je veux. Merci, Anne. Je vais m'en occuper à présent. Bonne nuit, commandant. Bonne nuit, hein. Comment va-t-il? Aussi bien qu'on peut l'être après avoir reçu une pareille décharge. J'avoue que je m'attendais un peu à la réaction qu'il a eue. C'est un instable, John. C'est surtout un individualiste. Je n'ai jamais compris l'admiration que vous avez pour lui. Oh, c'est simple. C'est un être courageux. Mais un être qui est perturbé émotionnellement. Il l'est tellement qu'il est devenu névrosé. Jusqu'où avait-il l'intention d'aller sans combinaison, en simple pyjama? Il sait où nous nous trouvons. Il sait que nous sommes à environ 3 mois de vol du plus proche système solaire. Et il s'apprêtait à partir comme ça. Ne me dites pas que c'est un acte qui se qualifie de raisonnable. Il n'a même pas pensé à emporter sa brosse à dents. Helena, vous ne le connaissiez pas avant le vol d'exploration sur Ultra. C'était un sportif, un type décidé qui savait où il allait. Et un poète. Un excellent astronaute, le meilleur qu'il me soit arrivé de rencontrer. Je le sais bien, j'en ai entendu parler. Il s'est produit un événement que nous ignorons. Il s'est forcément produit quelque chose, et ça s'est passé au-dessus de l'Ultra. Et ni vous ni moi ne pouvons le comprendre. Je suis certain que lui non plus, d'ailleurs. C'est pourquoi ça le ronge, ça le détruit sournoisement. Écoutez, John, je sais tout ce que l'exploration d'Ultra représentait pour vous. C'est pourquoi Cellini ne pouvait se permettre la moindre erreur quand il a dirigé les opérations. Et vous savez que vous seul auriez pu commander ce vol d'une manière infaillible. En trahissant Cellini? Oui, bien sûr. Je suis certaine néanmoins que durant le vol, il a commis une faute de commandement. Mais qu'il s'est toujours refusé à admettre la vérité comme telle. C'est si peu dans son caractère. Il est persuadé de son côté qu'il est infaillible. Vous le croyez aussi, mais pas moi, je regrette. Ce sont des conclusions hâtives, il n'y a aucune preuve. John, lorsque l'événement s'est produit, je faisais partie de l'équipe médicale d'Alpha qui a examiné Cellini. Mes conclusions dans le rapport que j'ai dû soumettre ont été très nettes. Elles n'ont pas été en sa faveur. Et je me suis contentée d'examiner les faits tels qu'ils me sont apparus. Les faits? Mais ils sont sujets à controverse. C'est un être instable. Tel qu'il est, il constitue une menace pour la sécurité d'Alpha. Il aurait fallu que je le tue d'un coup de laser, c'est ça? Oh, John. Écrivez donc un autre rapport à la commission spatiale. La soudaine colère de John était incompréhensible. C'est lui ainsi que Cellini qui avait été à l'origine du vol d'exploration sur l'Ultra.
C'est en 1994, avant que la Lune quitte accidentellement l'orbite terrestre, que le professeur Berman découvrit l'existence d'une nouvelle planète, au-delà des limites du connu. Il décida de l'appeler Ultra. Quelques nouvelles de l'espace en date du 3 septembre 1996 qui vous sont communiquées depuis la planète Terre, base de Houston. Le vol sur Ultra, eh bien, on se pose une question. Qui commandera l'expédition? Anton Gorsky, le commandant de la base lunaire Alpha, doit cette semaine mettre un point final aux spéculations qui jaillissent de toutes parts. Eh oui. Il serait temps de se décider. 2 commandants, c'est trop. Et puis, il faut qu'il y en ait un qui contrôle tout depuis la base. Vous ne pouvez pas confier ça à Gorsky. Vous savez ce qu'on va faire? Écoutez-moi. On va jouer à pile ou face. Le gagnant commande le vaisseau et l'autre le dit à Gorsky. Alors, quel côté? J'écoute. Le noir. Ah, désolé. Les dieux ont choisi le meilleur astronaute. Les dieux sont surtout plus clairvoyants. Ils ont choisi le plus puissant cerveau pour tout diriger d'Alpha. J'avoue que j'aurais bien aimé y aller. Alors, ça y est, c'est décidé. Ouais. C'est d'accord. Le lancement du vaisseau équipé pour l'exploration d'Ultra fut fixé pour le 6 juin 1996. Le vol serait commandé par le capitaine Tony Cellini. L'équipage comprendrait l'astrophysicien Darwin King, l'expert en radioactivité, le professeur Juliette Mackie, et le docteur Monique Fauché, responsable de la santé, de la diététique et du bien-être psychologique de l'équipe. Ils furent déposés par un aigle sur la base spatiale interplanétaire, où le vaisseau qui devait les conduire vers Ultra les attendait. L'embarquement et le compte à rebours se déroulèrent normalement. Le lancement eut lieu à 1200 heures d'après le contrôle. Ainsi commença le vol humain le plus long qui ait jamais eu lieu. Un vol de routine qui devait durer 8 mois. Rien ne vint troubler la sérénité du voyage. Aucun incident mécanique n'en brisa la monotonie. La navigation fut absolument parfaite. Chaque jour, l'excitation grandissait à mesure que les rapports des ordinateurs confirmaient l'existence sur Ultra d'une atmosphère semblable à celle de la Terre. On dressa des plans en vue d'un atterrissage manuel. Mais soudain, alors que le vaisseau survolait Ultra, toutes les communications furent rompues avec la base lunaire Alpha. L'atterrissage prévu n'eut jamais lieu. Darwin, venez voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais on dirait du métal. C'est bien ce que je crois aussi. La référence orbitale est de 3, 0, 1. Bon, il faut relever la position de tout élément inconnu. On va aller jeter un coup d'œil. D'accord.
C'est fantastique, cette histoire. Mais d'où est-ce qu'ils viennent? Et pourquoi sont-ils là? Il n'y a pas un seul signe de vie dans aucun d'entre eux. Si ça se trouve, il n'y a personne à l'intérieur. Vous savez ce que je pense? Eh bien, il y a une conférence qui réunit les peuples de l'espace. Et c'est là qu'ils ont garé leur vaisseau. Oui, mais où est la conférence? Il y a certainement du monde dans les environs. Darwin, l'ordinateur le sait peut-être. Je vais voir. Juliette, branchez le survolteur sur toutes les fréquences dans le spectrogramme. Il y a ici quelques vaisseaux qui transformeraient sûrement la fiction des voyages interplanétaires en réalité. On ne serait plus prisonnier de notre système solaire avec ces engins-là. Ce qu'il faudrait, c'est que quelqu'un nous dise comment ça fonctionne. On n'a toujours aucun signe de vie. Pas un seul, non. On dirait un cimetière. On va s'arrimer à celui-là. Si l'ordinateur nous prévient que le passage est libre, on monte à bord. D'accord. L'arrimage a l'air d'être parfait. Atmosphère à 39. C'est-à-dire respirable. Température 28 degrés. Radiation 0. Que demande le peuple, hein? Très bien. Sésame, ouvre-toi. Bon, juste un coup d'œil, Darwin. J'ai bien hâte d'aller voir ça aussi. Ça va, ouverture. Refermez, Tony! Mais qu'est-ce qu'il y a? Un bruit infernal, du vent et une lumière. Je ne sais pas, c'est mystérieux. Fermez les portes arrière! Alors, vous les fermez? Il n'y a plus un circuit automatique qui fonctionne. Essayez sur manuel. Donnez le coup. J'arrive. J'arrive.
En dépit de son émotion, Cellini exécuta une brillante manœuvre et réussit à placer la capsule de sauvetage sur une orbite inférieure qui devait le ramener vers la Terre. Il arriva à survivre pendant plus de 6 mois, seul dans sa capsule. La capsule de Cellini finit par être localisée dans l'espace et dirigée sur Alpha. Il était sur le point de mourir. Section 2. Réanimation, faites vite. Bob, Ça a l'air incroyable, mais il vit toujours. est-ce qu'il va survivre? Oui, je crois. Il s'accroche à la vie, celui-là. Mais à mesure que Cellini reprenait des forces, le doute commençait à s'installer dans l'esprit de ceux qui l'avaient encouragé à vivre et qui à présent le jugeaient. Ce qu'il racontait de sa rencontre et de son affrontement avec le monstre était difficile à croire, et l'enregistrement contenu dans la boîte noire permit une plus grande incertitude quant à la véracité de ses propos. En tant que membre de la commission médicale de l'espace, je fus chargé d'enquêter sur l'état mental du convalescent. Capitaine Cellini? Eh oui, Docteur Elena Russell, je fais partie de la commission médicale du centre. très heureux, docteur. Je m'attendais à votre visite, je dois dire. Et je vous en prie, ne restez pas debout, asseyez-vous. Si vous êtes venu pour entendre mon histoire, il vaut mieux vous installer confortablement. Merci. Je vous écoute, capitaine. Non, voyons, pas de capitaine entre nous. Appelez-moi Tony. Évidemment, cela vous gêne peut-être. Tout dépend de savoir si vous êtes venu avec, disons, un certain préjugé, ou si vous écouterez avec un esprit libre. Qu'entendez-vous par là? Il ne me croit pas. Et c'est logique. Je ne leur en veux pas. On leur a enseigné que le monstre épouvantable de l'espace aux yeux verts ne pouvait relever que de la très haute fantaisie, qu'on devait l'assimiler au Père Noël. Comment y croirait-il? Et si vous voulez, essayons de ne pas trop nous éloigner du sujet. Ce que je veux dire, c'est que si vous voyez un homme vêtu tout de rouge, portant une barbe blanche, au volant de sa voiture dans les rues de la ville, vous ne croirez jamais que c'est le vrai Père Noël. Ça dépasse l'entendement. Et c'est la réaction que vous avez envers moi et mon monstre, docteur. C'est ça, non? Je n'ai jamais mentionné le monstre. Mais vous êtes venu pour m'en entendre parler comme les autres. Vous devez savoir que je ne suis pas venu avec une idée préconçue, mais pour vous écouter, c'est tout. Parlez donc du Père Noël, si vous voulez. Ah, attention, vous êtes sûr que vous ne voulez pas m'écouter parler? Eh oui, Eh bien, la prochaine fois que vous viendrez, je vous parlerai de ma vie sexuelle. C'est fascinant. j'en suis certaine. Vous me semblez être quelqu'un à qui les sujets de conversation ne manquent pas. Je veux que vous croyiez ce que je vais vous dire, docteur. Je veux que vous sachiez que tout ce que j'aurais pu noter dans mon rapport, le plus petit détail, tout, les tentacules, les ventouses, le feu s'échappant de la bouche, tout, même si cela paraît inimaginable, n'est que la stricte vérité. Aucune inquiétude à avoir, je ne suis pas cinglé. Je suis absolument certain des paroles que j'ai pu prononcer jusqu'alors. Et si ce n'est pas ce qu'affirme la boîte noire, s'il y a conflit avec ce que moi j'ai raconté, alors celle qui ment, c'est la boîte noire, c'est une menteuse. Je suis quelque peu surprise d'une réaction semblable de la part d'un homme sensé. Je ne suis pas un homme sensé. Et malgré tout, vous voudriez nous obliger à vous croire? Tout ce que je veux, c'est que vous, Koenig, Bergman, Dixon et tous les autres, vous renonciez aux critères qui vous font juger de ce qui est vrai ou de ce qui est faux. Il faut que vous abandonniez tout ce qui est raison. Je vous demande de croire que moi, Tony Cellini, je me suis trouvé face à face avec un dragon, que je me suis battu avec lui armé d'une hache et que j'ai survécu. Vous devez le croire puisque c'est vrai. Il faut me croire. Voyons, capitaine, je vous en prie. Capitaine. Aidez-moi, docteur. S'il vous plaît, croyez-moi. Victor,
Mauvaise nouvelle. Hein? Ils ont demandé une enquête spéciale. Le commissaire Dixon attend notre témoignage sur Terre. Ah. Eux, ils croient que Tony a décompressé tout d'un coup, brusquement, et que ça a commandé l'ouverture et tué tout l'équipage. Ouais. Il faut reconnaître que c'est une explication logique. Soyons justes, c'est plus simple que de croire au monstre, en tout cas. La boîte noire, n'ayant pas détecté la présence du monstre, est-ce qu'il est concevable qu'il y ait des formes de vie qu'elle ne puisse en aucune façon détecter? Oh oui. Alors c'est une invention stupide, la boîte noire. Simplement parce que nous n'avons aucune expérience, nous décrétons que c'est irréel. Et on n'est pas prêt d'en acquérir avant d'avoir été sur place, voir de quoi il retourne. Je crois effectivement qu'il faudrait y aller. Oui, il le faut, ne serait-ce que pour tous ces vaisseaux abandonnés. Leur sauvetage peut faire économiser des millions de dollars, vous vous rendez compte? Et à ce propos, nous savons très bien que Tony n'a pas raconté d'histoire. Parce que les contacts ont eu lieu, ça a été clairement enregistré par la boîte noire. Oui, mais c'est vous qui le dites, des contacts. Pourquoi des vaisseaux spatiaux? Ce n'est pas sûr. Alors, dans ce cas, il ne nous reste qu'à douter de tout ce que Tony raconte. Non, voyons, pas du tout. Mais je pense que voilà un homme qui a vu la mort de près. Ça explique pourquoi il a des cauchemars. Le contraire serait inquiétant. Je n'admets pas que ces gens se permettent de juger ainsi. John, je pense qu'il leur faut une tête. Et cela parce que le vol n'a pas réussi. Alors, bien sûr, une tête tombera. Mais celle de Tony, pourquoi pas? Ouais, et s'il a perdu la raison, évidemment, tout est très simple. Moi, quelque chose me dit qu'ils font une erreur. Je suis sûr qu'il a toute sa raison. Malheureusement, c'est le commissaire Dixon qui aura le dernier mot dans cette affaire. Bonjour, messieurs. Monsieur? Bonjour, monsieur. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Oh. Alors nous voilà dans le brouillard, j'ai l'impression. Il n'y a rien comme une tentative avortée pour assécher les coffres de ces messieurs les payeurs. J'espère que vous avez quelques magnifiques suggestions pour apaiser leur soif. Eh bien, pourquoi ne pas voir l'aspect positif de la mission? Il faudrait attirer l'attention du public sur les analogies existant entre les planètes Terre et Ultra. J'ai bien peur que tout cela ressemble un peu à un coup d'épée dans l'eau, malheureusement, et ce n'est pas comme cela que nous pourrons effacer l'échec. Alors soyons plus positifs. Tentons une seconde expérience immédiatement et nous arriverons peut-être à comprendre l'énigme et à percer le mystère. C'est possible, mais avant de nous tourner vers l'avenir, Koenig, je préférerais que nous nous concentrions sur le passé. Ce que j'aimerais connaître, c'est votre avis et celui de Bergman sur ce qui s'est réellement produit. Je pense être le seul à pouvoir répondre, monsieur. Et alors? Alors, vous avez lu mon rapport? Soyez rassurés, le monde entier a lu votre rapport. Et c'est cela mon problème. Je n'ai écrit que ce que j'ai vu et entendu. Vous avez un peu forcé la dose pour couvrir une erreur de jugement que vous vous refusez à admettre. Vous ne seriez pas le premier. C'est une accusation sans aucun fondement. J'ai besoin de connaître votre opinion à vous deux. Est-ce que vous croyez aux monstres? Eh bien, moi, je crois qu'effectivement, il y a quelque chose qui a affecté Tony, peut-être psychiquement, et que c'est la seule chose à laquelle nous puissions nous attacher réellement. Et vous, Koenig? Commissaire, il y a des vaisseaux spatiaux, l'un d'entre eux est même le nôtre, et vous le savez. À mon avis, la première question qui se pose, c'est pourquoi ces vaisseaux sont là-bas, c'est tout. Mon cher, les sondes ont détecté dans l'espace de nombreuses présences non identifiées, cela n'a rien de nouveau. Et j'avoue qu'en ce qui me concerne, cette vision de ce que vous appelez un cimetière de vaisseaux n'est ni plus ni moins que le produit d'un esprit dérangé. Même chose en ce qui concerne le monstre. Mais voyons les faits. Ainsi, dites-moi donc, Bergman, d'où peut venir l'interférence sur l'enregistrement? Oh, eh bien, c'est très difficile à dire. Peut-il l'avoir provoqué? Oui, Tony aurait pu le faire. Je ne vois cependant pas pourquoi. Pour donner le change. Pourquoi alors aurait-il 4 minutes et 20 secondes plus tard mis à nouveau la cassette en route? Êtes-vous en train de suggérer que c'est le monstre qui aurait fait cela? Il ne faut négliger aucune éventualité, monsieur. Vous me surprenez beaucoup, John. Commissaire, la fameuse boîte noire a bien dit que l'atmosphère était respirable à l'intérieur du vaisseau. Je ne l'imagine pas. Le dispositif d'étanchéité était intact, et au moment où la porte s'est ouverte, il n'y a plus eu d'enregistrement. Cela signifie donc qu'il n'est pas évident, si l'on s'en rapporte à l'enregistrement, que la mort ait été provoquée par décompression. Et ce que je veux dire, c'est que le fait de vous acharner sur Cellini n'apporte pas plus d'eau au moulin. Il y a sûrement autre chose. Vous admettrez, n'est-ce pas, que ce n'est pas votre réputation qui est en jeu?
La mienne dépend de la pleine réussite des programmes spatiaux. Et dans ce sens, j'irai jusqu'au bout. Je suis désolé, mais je me vois dans l'obligation de discréditer cette aventure. Comment cela? Mais vous n'allez pas abandonner le programme prévu et oublier les vaisseaux. Je veux bien admettre nos découvertes. Nous en savons plus sur le système solaire, je le reconnais. Je sais bien que nous avons appris à nous méfier des soleils noirs, des nouveaux cataclysmes, des radiations aussi. Mais si nous nous imaginons avoir tout découvert, nous commettons une épouvantable erreur. Koenig, si nous analysons sainement l'aventure spatiale, nous voyons que le coût en est terriblement élevé. Les chances de succès sont très réduites, et elles n'arrivent jamais toutes en même temps. J'en éprouve du regret, mais je suis obligé de vous relever tous de vos fonctions. Vous, pour vous débarrasser de regrettables troubles mentaux, et vous deux, pour vous rappeler qu'il est préférable de garder les pieds sur la terre. Le 13 septembre 1999, jour où la Lune quitta accidentellement l'orbite terrestre, John Koenig assumait à nouveau depuis quelque temps les fonctions de commandant de la base. Bergman, Cellini et moi-même, nous nous acquittions également de notre tâche sur Alpha. Toutes les notes compilées après le malheureux vol sur Ultra furent détruites ce jour-là. Au moment où Tony eut à nouveau un cauchemar, les vieilles querelles au sujet du monstre rejaillirent. Oh, merci. Comment va-t-il? Il se repose. Et vous, ça va? Ah oui. Alors je peux me permettre d'entrer? Mais John, comment se fait-il? Vous savez, quand j'étais petit, j'essayais de faire pousser du cresson sur du papier buvard. De cette façon, c'est beaucoup mieux. Hein? Où avez-vous eu ça? C'est un héritage de mon prédécesseur. C'est drôle, il s'est mis à pousser tout d'un coup. C'est peut-être parce que je lui racontais des histoires. Oui, j'avoue qu'il est magnifique. C'est pour moi? Mhm. C'est gentil à vous. Il faut admettre qu'il a été un peu aidé par les gars de l'hydroponique, bien sûr. Mais j'ai aussi du mérite. Hein. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que je suis désolé de m'être mis en colère. Ce n'est pas grave, vous êtes moins méchant que vous en avez l'air. Comment va-t-il? Il s'est beaucoup amélioré. Je ne comprends rien à tout ça. Ça fera bientôt 5 ans que le vol a eu lieu. Et c'est maintenant que ça lui revient. Ça peut lui revenir n'importe quand, justement. C'est pourquoi, il y a 5 ans, j'avais bien recommandé qu'il ne revienne pas travailler sur Alpha. Elena, j'ai insisté pour qu'il revienne. Je peux dire quelque chose? Tony, ce n'est rien du tout, juste un petit accident. Allez, vous n'avez plus besoin de ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai cru voir et aussi sentir. Je sais pas, Mais que vouliez-vous qu'il y ait? Vous savez que nous sommes à des millions de milles d'Ultra? Vous avez eu un cauchemar la nuit dernière. L'ordinateur 0220 de surveillance médicale a déclenché l'alarme. Et je vous ai réveillé. Vous en souvenez-vous? Ce n'est rien. Ce n'est pas grave. Bon, écoutez-moi. On a trouvé un tomahawk planté dans le poste de communication de vos quartiers. Est-ce que c'était le monstre? Pourquoi, tout d'un coup? Que vouliez-vous faire en montant dans l'aigle? Vouliez-vous essayer de lui échapper? Je voulais aller le combattre et... Commandant, nous captons quelque chose. Voulez-vous venir tout de suite, s'il vous plaît? J'arrive, Paul. Je reviens dans un instant. Oh, John. Il y a l'air d'y avoir quelque chose d'extraordinaire. On dirait une espèce de démonstration de vaisseau. Oui, Victor. Si on étudie la description des vaisseaux que Cellini a vus, ce sont les mêmes. Et ils viendraient de la planète Ultra. Victor. La nuit dernière, Cellini a eu un violent cauchemar. Toujours le monstre.
À la suite du cauchemar, et probablement inconsciemment, il a voulu faire décoller un aigle. J'ai été obligé de l'endormir. Il vient de revenir à lui et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il a dit qu'il avait voulu aller le combattre. Combattre qui? Le monstre? Oui, et il se peut que ce soit les mêmes vaisseaux spatiaux qui se baladaient au-dessus d'Ultra. Et s'il est vrai que ce sont eux, on ne peut pas faire autrement que d'aller voir ça, Victor. Sandra, plan rapproché, s'il vous plaît. Voyons, Ultra est à des dizaines d'années-lumière, c'est impossible. Oui, Victor, mais nous avons pu nous déplacer. Ce serait une telle coïncidence. Quelque chose a averti Cellini. Je ne sais pas quoi, mais j'en suis sûr. Cano. Oui, commandant. J'aimerais bien que l'ordinateur vérifie les enregistrements du vol sur Ultra en 1996. Je crois qu'il faut les comparer parce que j'ai l'impression que certains contacts sont très ressemblants, que ce sont les mêmes. Ça y est, commandant, je l'ai trouvé. C'est bien notre vaisseau d'exploration, regardez. Alors ça, c'est incroyable. Oui. Autant que l'histoire de Tony à propos du monstre. Alan, il me faut un aigle prêt à décoller sur la piste 1. Il nous faut aussi une escorte. 3 vaisseaux prêts à toute éventualité. J'y vais. Alors, ma chance se présente à nouveau, on dirait. Aucun signe de vie. Non, j'ai scruté tout le secteur. Il n'y a strictement rien. C'est comme il y a 5 ans. Tony, j'emmène un aigle, on le couvrira. J'ai prévu une escorte. On va essayer d'aller jusqu'aux limites de la sécurité. Si Victor est absolument certain qu'il n'y a aucun danger, on continue. On s'arrime, on monte à bord. Voilà ce qui est décidé. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi? Ça m'a l'air parfait. Voulez-vous nous accompagner? Oui, avec joie. Il est beaucoup trop calme. Ce que je veux, c'est lui donner une chance de se débarrasser de ça. Je vous aurais averti, John. Bon, il est là. Faites tout converger sur les vaisseaux au maximum. John, pardon. Il faut que je présente mes excuses à Alan. Non. Alan, je suis désolé pour la nuit dernière. Ouais. Tony! Aigle 2 et 3, décollage immédiat. Suivez Cellini sur Aigle Noir. Aigle 8, attention, déposez votre module passager et passez sur piste 1. Je suis désolé, John, mais c'est mon ennemi. Paul. Oui, commandant. Observez le moindre mouvement en direction de Tony. Si vous voyez quelque chose, rapportez immédiatement. Bien, commandant. Vous croyez qu'il a voulu nous précéder pour détruire les preuves, hein? En tout cas, je ne sais pas ce que ce gars-là a contre moi. Oui. Aigle 8 sur module Aigle Noir, commandant. Très bien, décollez tout de suite. Et vitesse maximum, Michel.
Il est arrivé tout près du vaisseau, commandant. Il doit avoir environ 6 minutes d'avance sur vous. Merci, Paul. Je suis certain qu'il va arrimer son module de commande au vaisseau. Cela se peut, les systèmes sont compatibles. On reçoit toute une série d'informations depuis Alpha. Elles ont été confirmées par règles 2 et 3. Je traduis. Traces de vie, nulle. Radiation et source d'énergie, nulle. Tout est nul. Paul? Rien de nouveau à signaler, commandant. C'est absurde. Ça doit s'expliquer pourtant. Il avait raison à propos des vaisseaux. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a raison à propos du monstre. Non, mais ça prouve malgré tout son honnêteté. Victor. Désolé, John, mais je ne peux qu'avancer certaines hypothèses et encore, je ne suis pas bien sûr de moi. Ça ne fait rien, allez-y. Une toile d'araignée dans laquelle des vaisseaux se seraient laissés prendre comme des mouches. Et qui nous emmène vers les monstres, bien entendu. Alan, l'arrimage, le plus tôt possible. Pas de risques inutiles. John, on vient de signaler sur le vaisseau une présence humaine. C'est celle de Cellini. On nous transmet les informations des réceptions. Souhaitons que nos instruments arrivent à les lire.
Voilà, nous sommes arrimés, commandant. Elena, je pense qu'il vaut mieux que vous restiez ici. Allons-y. Si nous n'avions pas vu le monstre, nous n'aurions jamais cru à son existence. Il y a quelque temps, nous pensions que sa vie n'était qu'une vue de l'esprit. Et aujourd'hui, nous n'étions pas certains qu'il fût mort. Nous nous précipitâmes vers Alpha, craignant que notre lune disparaisse hors de notre portée. Nous étions fascinés par l'effroyable aventure de ces astronautes et par la présence de leur vaisseau. Nous étions venus pour constater la force terrifiante du destin, celui qui emporta Tony Cellini. John, si un jour nous voulions nous fixer sur une planète et y vivre, et si nous avons des enfants, il faudra leur enseigner une nouvelle mythologie. Celle qui a trait à Tony et au monstre, non. Saint-Georges et le dragon risquent de paraître fades depuis ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu fait partie de notre histoire, Elena. Tony aurait certainement beaucoup aimé revivre une nouvelle vie à travers une vieille mythologie.